bienvenue. Merci de participer donc à ce webinaire ce matin, organisé avec Fanny et la Cité de la RSE et de l'Impact. Je vais me présenter, ensuite je laisserai bien entendu Fanny faire de même. Donc, je suis Hélène Denison, je suis consultante au Ecos Impact. Certains d'entre vous ont assisté à plusieurs webinaires, donc connaissent Ecos Impact, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Ecos Impact, en fait, c'est un programme d'accompagnement des entreprises à la performance durable et à la performance globale, qui passe par une plateforme digitale qui regroupe outils de diagnostic, interface de gestion de projet, bibliothèque de contenu, annuaire de mise en relation avec des experts de la RSE comme Fanny par exemple, et un blog sur lequel vous pourrez effectivement retrouver ce webinaire en replay, je dirais d'ici une semaine. Ce webinaire, il est donc inscrit dans le cadre d'une programmation Ecos Impact sur le blog. Dans cette programmation, vous avez des podcasts, des interviews, des émissions, les webinaires. Et lorsque l'actualité sanitaire nous le permet, on fait aussi des meet-up physiques à la Cité de la RSE et de l'Impact. Pour l'instant, effectivement, c'est en stand-by, mais on ne désespère pas en 2021 de pouvoir en faire un peu plus que sur cette fin d'année 2020. Sur les infos concernant le webinaire, sachez qu'on a un support de présentation que Fanny ou moi-même, nous vous enverrons. Donc, inutile de tout vous noter, etc. Soyez plutôt à l'écoute et dans le temps présent. Le webinaire, il est enregistré. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il sera disponible en replay, soit sur le blog, soit sur notre chaîne YouTube. Il va durer environ 1 heure, 45 minutes de présentation et ensuite une quinzaine de minutes de questions. Vous n'hésitez pas, même au cours de la présentation, à poser vos questions dans le chat. Je me ferai le relais de Fanny pour les lui poser pendant qu'elle présente. Le sujet du jour, la place de l'éthique et de la déontologie dans la démarche commerciale. Ce ne sont pas des notions contradictoires, bien au contraire. Pour nous aider à réconcilier ces notions-là, c'est donc Fanny que l'on accueille aujourd'hui de la société Apcadis. Elle est spécialiste du développement économique et commercial. Et Fanny, je vais te laisser te présenter un peu plus précisément. Oui, c'est très gentil, je te remercie. Alors, du coup, ce que je me disais, c'était peut-être partager l'écran pour que je puisse faire un commentaire plus précis. Normalement, vous devez voir le partage d'écran, si je ne me trompe pas. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, il faudrait juste que je puisse accéder, voilà, à la projection en diaporama. Oui, donc je te remercie déjà Hélène pour avoir fait cette présentation. Je te remercie pour m'accueillir pour cette deuxième fois sur un webinaire. Je suis quelqu'un d'engagé, de militant, donc c'est vrai que tu contribues finalement à diffuser ma façon de penser, ma projection sur les valeurs que je diffuse. La dernière fois, donc le 20 octobre, j'avais proposé un sujet sur comment on applique la démarche de permaculture sur l'intelligence économique. Voilà, j'aime un peu mettre les pieds dans le plat et provoquer comme ça des antonymes. Et là, en fait, je provoque encore aujourd'hui avec un sujet, c'est comment on peut parler d'éthique et de déontologie en commercial. Et en fait, oui, parce que ça fait 20 ans que moi j'enseigne le développement commercial. Et je viens du monde de l'économie sociale et solidaire, notamment d'une formation qui s'appelle l'intermédiation sociale, où l'idée, c'est de mettre en place des projets qui ont une cohérence sur le territoire, qui sont en lien avec les besoins du territoire et donc en interaction immédiate avec les acteurs. Et forcément, le développement commercial, voilà, il est venu surtout en faisant l'idée de la promotion de ces projets-là. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on pourrait développer commercialement autrement, en tout cas moi, et on le verra. Je ne pratique pas la force de vente, je pratique le conseil à l'achat. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est éthique et déontologie en développement commercial. Alors, ce thème, il s'adresse soit à des porteurs de projets de création d'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui en phase de création, plus ou moins avancée, ou ceux qui ont déjà créé. Voilà, donc, puisqu'effectivement, quand on est en entreprise,
on s'apprête à l'être, on va devoir mettre en place un développement commercial. Et quand on n'a pas fait d'école de commerce, quand on n'a pas les appétences au développement commercial, mais pourtant qu'il va falloir se l'appliquer, c'est toute la question de comment je peux mettre ma chemise rose, prendre l'attaché caisse et puis mettre le pied à la porte et pour pouvoir forcer à la vente. Et ben moi je vous dis non. Je vous dis non parce qu'effectivement, à partir du moment où on doit développer commercialement son activité pour pouvoir se faire connaître, et ça va être le sujet qu'on va déployer, on laisse tomber la cravate, on laisse tomber la chemise rose, on laisse tomber l'attaché caisse et surtout on ne met pas le pied à la porte, on se met en posture de conseil à l'achat. Donc voilà, c'est un peu le thème que je vais aborder avec vous, c'est comment en tant que créateur en démarrage ou comment en tant qu'entrepreneur, on peut avoir une pratique de développement commercial claire avec nos propres valeurs. Bon, alors ça, c'était pour la mise en bouche. Donc, comment je le vois en 3 temps? Alors, en 3 temps, je voyais d'abord comment on peut avoir une approche en insufflant en fait du sens dans la stratégie commerciale, c'est-à-dire que par rapport au chapeau introductif que je viens de vous faire, en fait, effectivement, si on fait du commercial pour faire du commercial, ça n'a pas de sens. Donc, premier point déjà, c'est qu'est-ce que c'est que d'apporter du sens dans ce développement commercial? Le deuxième point, c'est le management commercial. On ne peut pas faire du commercial sans qu'on ait une approche managériale. Et puis enfin, on a des pratiques commerciales. Et je vous ai réservé un petit bonus à la fin, une petite technique que j'applique en training commercial quand j'ai des équipes commerciales à accompagner pour améliorer leurs compétences. Et je vous ai réservé un petit bonus à la fin parce qu'effectivement, le support que vous voyez là sera un support qui vous est destiné. Hein. Donc, Hélène l'évoquait, ne vous amusez pas à tout prendre des notes, d'autant que beaucoup de choses sont des schémas. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'illustrations, donc il y a beaucoup de schémas, beaucoup de dessins, donc ne vous amusez pas à les reproduire. Ce qui est important et ce qui sera intéressant, ce sera nos échanges. Moi, j'insuffle des pensées, des idées. Je fais des retours d'expérience de mes pratiques et l'idée, c'est qu'effectivement, nous ayons un échange ensemble et qu'on s'enrichisse mutuellement à la fois de vos questionnements et de votre approche qui peut être un autre prisme de vue que le mien et en fait, on s'enrichira mutuellement. C'est parti. Donc, rapidement, moi, mon leitmotiv, c'est que l'association des compétences est source d'excellence. Je suis développeur économique et donc j'ai un diplôme un DESS de conception et conduite de projets en intermédiation d'acteurs. Voilà, donc je forme les entreprises et les TPE, PME en stratégie économique, en développement commercial. Je fais du conseil également énormément. J'analyse, je décide et j'agis. Donc, ACAP 10, c'est un acronyme. Ça signifie accompagner les acteurs qui ont des projets de développement, d'intermédiation et de synergie, c'est-à-dire que j'ai une appétence à accompagner des projets où il y a une multiplicité d'acteurs. Alors, ça peut être une équipe commerciale, ça peut être une équipe d'entreprise avec des fonctions commerciales, de la standardiste au livreur, au commercial en lui-même et au manager, et puis avec des projets beaucoup plus complexes, avec des interfilières. Voilà, et ça, on aura le temps de le développer une autre fois. Et je pense sur le prochain sujet, puisqu'on abordera donc le 8 décembre, la stratégie d'alliance, donc on l'abordera. Voilà, donc ça, ce sont les actions que je mène sur le terrain. Et je vous ai même mis quelques références. Voilà. En gros, il y a 4 points qu'il faut qu'on retienne sur ACAP 10. C'est que je travaille sur l'intelligence collective, je travaille en mode projet, je suis dans le faire et surtout, je mets du sens. Et le sens dans le business et sa vie. Et du coup, ça sera la perche que je vais rattraper pour démarrer déjà sur ce premier point. Donc, ce premier sujet, première thématique, premier chapitre, c'est qu'on insuffle du sens. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on est sur le point de créer son entreprise ou qu'on vient de la créer ou qu'on est chef d'entreprise soi-même? Insuffler du sens pour pouvoir faire du développement commercial éthique. Alors, une des choses qui est fondamentale et que je ne de cesse répéter lorsque je suis face à des dirigeants d'entreprise, c'est en fait que l'entreprise est à son service. L'entreprise est au service de l'humain. Quand on crée sa propre entreprise, il n'est pas question qu'on en devienne esclave. Combien de chefs d'entreprise je rencontre qui sont, alors c'est curieux puisque l'entreprise c'est une personne morale qui crée de toutes pièces et en fait c'est comme un fantôme qui impose son rythme, impose son... et je me trouve avec des chefs d'entreprise qui sont esclaves de leur propre
propre création. Et c'est curieux, j'ai même des chefs d'entreprise dont la motivation était de ne plus avoir un burn-out parce qu'ils en avaient été victimes de par leur employeur. Après, on ne sait pas quel mécanisme, mais en créant leur entreprise, ils créent les mêmes conditions de burn-out. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui est quand même curieux, et il faut rappeler une chose, c'est que quand on a le luxe et le loisir de créer sa propre activité, sa propre source de revenus, ne créons pas les conditions que nous fuyons en tant que salariés. D'accord? Donc, n'oublions pas une chose, que l'entreprise que vous créez, elle est à votre service. Et ça, c'est du sens. Alors, comment on peut fixer du sens? Déjà, allons à la source, hein, c'est la genèse du projet. Vous avez eu une idée à un moment donné qui est arrivée, alors on ne sait pas comment elle arrive, hein, c'est un déclic. En tout cas, il y a à un moment donné un processus psychologique qui a fait que vous vous sentez prêt à créer, hein, il y a un déclic, quelque chose qui est propre à vous, il y a eu une origine, en tout cas, une rencontre peut-être, un mot, un propos ou un plus cassé, et c'est un cheminement de pensée qui petit à petit vous conduit à un parcours et vous vous dites, mais c'est évident, je crée mon entreprise. Donc, vous voyez bien que la création d'entreprise est un processus personnel qui vous conduit à ça. Et d'en prendre conscience, de conscientiser ça est fondamental parce que c'est ce qui va donner le sens à l'intégralité et tout le long du fil conducteur d'ailleurs de mon propos de ce matin. Donc, ok, on a donné la genèse, mais un truc qui est aussi fondamental, c'est cette visée, c'est l'axe, l'horizon qu'on va se fixer. Quand on a décidé de créer son entreprise, ça a été suite à quoi? Bien souvent, hein, dans les propos que j'ai, c'est « je ne veux plus ». Ok, donc je ne veux plus ça, mais qu'est-ce que je veux? D'accord? Donc c'est ça l'horizon, qu'est-ce qu'on vise? Cette entreprise qui est à notre service, on la crée pour qu'elle nous contribue et qu'elle apporte à quoi? Alors, ça peut être gagner plus d'argent, pourquoi pas? Ça peut être un motif. Les fonctions que vous occupiez en tant que salarié, admettons, ne vous procuraient pas suffisamment de revenus, ça peut être un objectif. Très bien, fixons-nous cet objectif-là. Ça peut être tout simplement, je veux gagner du temps. Voilà, j'ai été submergée et je refuse désormais, l'entreprise que je crée doit me procurer du temps libre. Ça peut être faire enfin ce que je veux, ce dont pourquoi je suis faite, ou je suis fait, parce que ce qu'on me proposait jusqu'à présent, c'était pas possible. Donc, ça veut dire vous allez créer une entreprise qui va vous permettre d'exercer ce que vous souhaitez faire. On aura peut-être l'occasion dans l'échange de vous dire, moi, ce que j'ai créé. Je ne me donne aucune limite dans l'entreprise dans laquelle j'ai. Je l'évoquais d'ailleurs à Hélène tout à l'heure. Moi, je suis née artiste peintre, ça, je ne l'ai pas décidé. Hein, voilà. Mais mon entreprise me permet d'exercer ma créativité. Je crée des choses extraordinaires et tellement rigolotes qu'un employeur s'en moquerait et parfois me dirait, mais en fait, c'est complètement ridicule de faire un tableau commun avec de la peinture à des clients. Tu as 40 clients qui viennent et qui vont donner un coup de pinceau sur le tableau, mais c'est quoi le but? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et tout a du sens parce que je crée la collaboration. Et la collaboration, c'est pour prouver que la somme des intelligences est source d'excellence. Donc, vous voyez, je ne me donne aucune limite à partir du moment où il y a du sens dans mon entreprise. Et en fait, je ne fais que ce que je veux. La visée, ça peut être se prouver qu'on est capable. Il y a aussi des fois des rencontres que je fais professionnelles où on se retrouve avec des personnes qui ont souffert de manque de confiance, où on les a bridés, etc. Et finalement, le cadre de l'entreprise qui crée leur permet de se prouver qu'ils sont capables. Donc, ça peut être ça, votre objet aussi aujourd'hui. C'est sans limite. Hein. Là, je vous ai mis aussi donner du sens. Pourquoi on se lève, hein, le matin, on se lève. Bon, il y a des fois, on n'a pas forcément envie, mais quand on a créé sa propre activité, ben, on se lève, on sait tout ce qu'on a à faire, on a envie de le voir développer. Donc, est-ce que c'est ça qui vous a motivé? J'ai mis encore quoi? Oui, servir une cause. Ah oui, servir une cause, une mission. Voilà, quelle est la mission que je me sens occuper sur cette planète? Et finalement, les postes et les métiers que l'on me propose ne me permettent pas de me révéler. Et en fait, je crée cette entreprise-là pour pouvoir voilà, me révéler de cette manière-là. Donc ça, c'est fondamental, de ne pas oublier la genèse et de vous fixer cet objectif parce que c'est ce qui donne la ligne de mire et c'est ce qui donne du sens pour que quand vous allez développer commercialement votre activité, vous ayez un argument et une motivation qui a du sens. Donc, je vous ai mis un petit etc. qui saute, voilà, parce que ce n'est pas exhaustif, parce que c'est propre à l'humain. Et dernier point que je voulais voir sur l'insuffler du sens,
c'est cette notion de cohérence personne-projet. Alors ça, c'est fondamental. De se lancer dans une nouvelle activité, c'est une chose, mais de pouvoir maîtriser le produit ou le service que vous allez vendre, c'est quand même fondamental. Prenons l'exemple d'une pizzeria. Vous voulez vous reprendre une pizzeria. Si vous n'avez jamais fait de pizza de votre vie, ça ne veut pas dire que ça sera impossible, mais dès lors que vous allez vendre des pizzas, et pour si peu que ces pizzas ne seront pas bonnes, vous allez vous griller dès que vous aurez ouvert. Donc, pour cet exemple très pratico-pratique que je vous donne, il est important que le produit ou le service que vous allez vendre fasse partie quand même d'un cœur de métier. Quitte après le faire évoluer, mais vous allez peut-être vous donner le temps de vous former à la pizzeria ou peut-être de vous faire embaucher en tant que pizzaiolo pour commencer à maîtriser cette technique. Donc rien n'est impossible. Par contre, il faut se donner les moyens parce que si vous vendez ce bien et ce service qui ne satisfait pas une clientèle, bon, voilà. Donc déjà, ça, la cohérence personne-projet est quand même fondamentale. Qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà. Donc, ça fait référence à qui nous sommes et au savoir-faire que nous avons. Et donc, toute l'expérience professionnelle que vous avez agrégée au cours des années va se retrouver dans l'offre de services que votre entreprise va proposer. Donc, on a le fameux SWOT, ou la forme qu'on peut appliquer à soi-même. Quels sont mes atouts par rapport au métier que je veux exercer et à l'offre et aux biens et services que je veux proposer? Quelles sont mes limites? Voilà, j'ai peut-être encore pas d'expertise là-dessus, ou si oui, et de quelle manière? Et puis, finalement, l'autre partie, c'est l'analyse externe par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qui fait ma différence? Voilà. Donc, si on revient sur mon petit clin d'œil de tout à l'heure en tant qu'artiste peintre, ma différence, c'est que le métier que je fais, moi, aujourd'hui, on est très nombreux. Il y a beaucoup de choix pour quelqu'un qui aurait besoin d'un accompagnement en stratégie économique et en développement commercial. Mais la façon de le faire, elle est unique, c'est la mienne. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, et bon, j'assume. Il y en a qui ne voudraient absolument pas travailler avec moi. Voilà. Et puis d'autres qui adorent partager avec moi la collaboration. Donc, ça, c'est ce qui crée la différence. Donc, en fait, je vous ai schématisé, en gros, le mécanisme du métier du chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, le premier gros rouage, c'est cette maîtrise technique. On ne peut pas vendre un bien et un service qu'on ne maîtrise pas, sinon on va pas être crédible sur le marché que l'on vise, justement. Et puis après, il y a tous les autres rouages à maîtriser. On va voir en détail le développement commercial, mais la gestion administrative, etc. Donc ça, c'est super important que ce que vous allez créer soit en cohérence avec vous-même. Voilà. Donc ça, c'est insuffler du sens. Et la préparation, alors oui, ça c'est un dernier point aussi, je pensais que j'avais mis 3 points sur celui-là, mais c'est quand même important, ça a été un sujet qu'on a évoqué justement en préparation de ce Zoom avec Hélène, c'est que pour que vous puissiez vivre votre vie professionnelle pleinement, il faut qu'elle soit en cohérence avec votre vie personnelle. S'il y a des conflits entre vie professionnelle et vie personnelle, que l'un vous empêche de réaliser l'autre, etc., c'est pas évident. Et donc, pour qu'il y ait du sens et pour que vous puissiez vivre pleinement votre activité professionnelle, il faut vraiment étudier pleinement cette cohérence. Réfléchir, alors si vous avez une famille, en tout cas réfléchir de comment cette vie professionnelle que vous imaginez va être en cohérence avec votre vie personnelle, comment vous allez pouvoir combiner le travailler et développer ses affaires, surtout par temps de confinement, comment on va faire pour développer activement, l'activité de loisir est fondamentale. Vous êtes le seul à diriger ou la seule à diriger cette entreprise et le bien-être personnel du dirigeant va donner le ton sur l'ensemble de l'entreprise. Si vous flanchez, c'est l'entreprise qui flanche. Donc, il faut absolument que vous preniez soin de vous de manière à ce que votre entreprise soit en bonne santé. Donc, prenez soin de vous, vous peignez, vous courez, vous avez besoin de vie sociale, c'est fondamental. Trop de chefs d'entreprise sacrifient cet espace de vie personnelle qui fait que du coup, ils ne se rendent pas compte de l'impact néfaste et négatif sur l'ensemble de l'entreprise. Il n'y a plus assez de prise de recul, on a trop le nez dans le guidon et on se fait embarquer dans un stress continu. Donc, cette prise de recul est importante et voilà, donc ça, c'est important. Et qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà, gérer ses journées dès le réveil, enfin, voilà. Donc, on a donné du sens, c'est important. On est parti sur les racines et les origines et qu'est-ce qui a motivé à un moment donné. Et c'est fondamental pour pouvoir avoir une activité commerciale qui ait du sens global. Quand vous allez être en rencontre avec des clients potentiels, il faut que vous soyez clair dans vos basques et dans la façon avec laquelle vous développez votre activité. Il y a une cohérence globale. Il va falloir que
Je boive un coup. Chez vous aussi, vous pouvez boire un coup. Oui. C'est le moment. Comme la prof de gym, c'est maintenant. Voilà. Allez, on s'étire, on reprend. Donc, on a donné du sens. Ce deuxième point, c'est de canaliser l'énergie. Parce que vous créez une entreprise, donc vous allez développer une activité au quotidien, vous allez rythmer, des choses, vous allez jongler. Sur une même journée, vous allez passer d'un dossier à un autre, d'un client à un autre, de la gestion financière à un autre, du suivi de règlement de facture à une autre. Bon, ça, au fur et à mesure que vous montez en développement d'activité, vous avez la possibilité de salarier et donc de vous décharger de certaines charges fonctionnelles. Hein, voilà. Mais justement, canaliser l'énergie du bonhomme ou de la nana à la tête de l'entreprise, mais canaliser l'énergie également de l'équipe avec qui on travaille. Donc, ça va être les points qu'on va voir là. Le management commercial, c'est arriver du coup à motiver collectivement et à entretenir l'envie de l'équipe. Donc, quand je parle de motivation collective, l'envie de l'équipe, c'est l'envie également du dirigeant, mais des personnes ressources qui vous entourent. Elles peuvent être des salariés, mais elles peuvent être également des collaborateurs avec lesquels vous travaillez. Quand je parle du management de l'équipe, ça peut être également l'agence de communication avec laquelle je travaille. Pendant une période donnée, j'ai confié une prestation de revisite et de renouvellement de mon site internet. Ils feront partie de mon équipe pendant le temps de la prestation et donc c'est à moi à canaliser l'énergie à ce niveau-là. Je peux solliciter pour le sujet qui nous concerne directement les services d'un développement commercial, d'un consultant qui assure le développement commercial. Et donc, ça sera à moi à canaliser l'énergie. Et comment je vais faire? Alors, comment vous feriez? Et ça, c'est ce que je conseille et que je mets en place au sein des TPE, des PME, quand je me retrouve avec des dirigeants qui ne savent pas du tout, ou en tout cas qui n'ont pas de repère managérial. Ben déjà, je commence par leur parler du sens, hein, donc les points qu'on a vus avant. Et ensuite, je leur dis, voilà, premier point, qui tu es, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu crées cette entreprise, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux apporter aujourd'hui sur le secteur d'activité ou sur le marché que tu as mis en place, qu'est-ce que tu vises à terme pour toi, hein, est-ce que c'est un confort de vie, est-ce que c'est une référence, est-ce que c'est te prouver qu'aujourd'hui l'activité que tu proposes est différente et apporte une plus-value. Et ensuite, troisième point, à partir des moyens que nous avons, tous ensemble, comment on va mettre en place le plan d'action pour pouvoir développer et mettre en place ces nouveaux services et ces nouveaux biens. Donc, bien souvent, le premier réflexe que j'ai de la part de dirigeants assez fréquemment, c'est oh, « mais je ne veux pas révéler ma stratégie à mes équipes ». Et alors moi, je leur dis « mais pourquoi vous ne voulez pas développer et partager la stratégie à votre équipe ?» C'est parce que je me sens dépossédée, parce que je ne veux pas qu'ils sachent tout, parce que donc là déjà je m'interroge sur la relation de confiance. Mais ce que j'arrive à argumenter, c'est de dire mais comment voulez-vous envoyer des commerciaux, puisque mon sujet principal d'intervention en entreprise c'est le développement commercial, s'ils ne savent pas pourquoi ils y vont? S'ils ne savent pas à 3-5 ans ce que vous visez, ce que vous souhaitez partager, s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire comme priorité, quelle priorisation ils ont sur les 2, 3, 4 ou 6 mois immédiatement, c'est fondamental de voir que vous attendez après eux pour jouer justement dans la dynamique et dans le sens que vous enclenchez sur l'entreprise, qu'ils y participent activement. C'est fondamental de voir qu'ils servent à quelque chose. C'est fondamental de savoir qu'en fait, vous pilotez et que vous canalisez l'énergie. Donc, on ne parle pas de dévoiler une stratégie, on parle de donner du sens pour canaliser l'énergie. Combien de fois je vois des commerciaux qui, parce qu'ils sont commerciaux, on les laisse dans la nature. Ils sont, voilà, alors en plus, ce sont souvent des personnes qui aiment la liberté. Le problème, c'est qu'ils jouent eux-mêmes leur propre fonction, on va dire liberticide, je sais pas. Et du coup, ils partent tout azimut. C'est-à-dire qu'ils vont prospecter dans tous les sens. Ça n'a pas forcément du sens pour le dirigeant, mais le dirigeant lui-même n'a pas dit les priorités, n'a pas communiqué les priorités. Et en fait, on se retrouve avec une déperdition d'énergie, un épuisement, une baisse de motivation, un dirigeant mécontent parce que les résultats ne sont pas là,
Un commercial qui a fait de son mieux et qui s'est épuisé à la tâche, et au final, personne n'est content. Ben oui, le patron à bord, c'est le dirigeant d'entreprise. S'il ne donne pas l'axe et le sens de l'activité, ce pourquoi il est motivé, l'ambition qu'il donne à son entreprise, et les priorités tactiques, stratégiques de développement, on va perdre l'énergie et on va complètement épuiser ses troupes. Donc, c'est valable pour une équipe commerciale, mais c'est valable pour le dirigeant. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand je développe commercialement, je ne dis pas non. Quand, par exemple, je suis approchée par un prospect qui n'est pas ma priorité de développement, je vais lui fixer un rendez-vous et commencer à entamer un travail avec lui à partir du moment où je me suis fixé cette phase d'approche de ce prospect. Je vais être plus précise. C'est peut-être le suivant d'ailleurs. Oui, voilà. Quand je suis arrivée dans la région, j'ai changé de région à 600 km de différence. Donc, je crée mon entreprise du côté de la Franche-Comté et je m'installe 2 ans après en Lex-Languedoc-Roussillon. Forcément, on est obligé de recréer l'activité et de la redévelopper. Quand on est face à cette stratégie-là, moi, mon objectif, je l'avais toujours, c'était de pouvoir exercer du conseil, de la formation avec ma façon de voir les choses, avec ma philosophie. Les moyens que j'avais en Franche-Comté n'étaient plus les mêmes lorsque j'étais en Languedoc-Roussillon. Donc, le point des moyens, que vous pouvez voir, mais que je ne peux pas pointer avec ma zapette, j'avais les mêmes compétences, le même savoir-faire, plus d'expérience, même des références, mais plus mon réseau. Donc, ma priorité aura été, sur les 6 à 8 premiers mois, de développer de la formation. Pourquoi ? Parce que par connaissance, comment je pouvais arriver comme un cheveu sur la soupe, prétendre conseiller des personnes, des dirigeants d'entreprise sur un territoire dont ils n'avaient jamais connu parler de famille lignère ni d'Acadis. C'était complètement incohérent. Donc, la priorité a été, pendant ces premiers mois, de chercher surtout de la formation. En formation, on cherche surtout des compétences. Après, d'où on vient et finalement, si on vient de Franche-Comté, ce n'était pas le sujet. Donc, ça veut dire qu'en fait, pendant cette priorité commerciale, je n'ai eu qu'une priorité, ça a été celle-là, de développer commercialement la formation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, pour revenir sur mon propos tout à l'heure, pour que ce soit plus concret, maintenant que je l'ai illustré comme ça, c'est que si j'avais eu un dirigeant d'entreprise qui m'approchait pour pouvoir voir de quelle manière je pouvais l'accompagner sur le développement commercial de son activité, je ne sais pas que j'allais lui dire non, mais j'allais essayer de canaliser mon énergie au maximum et laisser le temps de faire connaissance avec cette personne-là pour vraiment, en deuxième temps, en deuxième phase, commencer, une fois que j'avais stabilisé ma formation et me mettre mon matelas de sécurité financière, entamer un travail sur la compréhension et l'analyse et l'élaboration d'un cahier des charges des besoins qui donne plus de temps, qui demande, comment dire, qui est moins réactif que la formation. La formation, vous arrivez, on a besoin de vous, ça se programme, vous avez un calendrier, c'est fait. Du conseil, on a besoin de prendre connaissance, de découvrir un peu mieux les besoins, de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus long à se mettre en place. Donc, ça ne veut pas dire que je dis non bêtement, c'est que je dis oui, mais pas de suite. Et en fait, c'est ce que signifie le management commercial quand vous avez une équipe. On a différents prospects et c'est ce que je vais vous mettre là. On a différents prospects. Par exemple, vous voyez, on a des plans d'action commerciale qui vont être différents et qui vont s'échelonner d'étape en étape. C'est-à-dire que si vous voyez, moi, si on l'applique à l'expérience que je vous ai donnée et que je vous ai confiée, si mon premier plan d'action commerciale, le PAC, le premier PAC où je me suis dit, attention, j'arrive sur un territoire, je ne suis pas connue, il faut vite que je m'ancre sur le territoire et que je stabilise financièrement une activité, j'ai, admettons, la cible A et B, donc c'est les organismes de formation, les universités que j'ai visitées et c'était mes priorités. Et les cibles C, c'était les chefs d'entreprise. Et vous voyez qu'en fait, j'ai progressé petit à petit dans mes prospections au fur et à mesure de mon plan d'action commercial. Une équipe commerciale, c'est ce que vous allez fixer. Vous allez leur dire, écoutez, la priorité, c'est stabiliser financièrement l'activité, gagner des références, parce que c'est ce que permet en fait les cibles B et les cibles A, c'est de prouver qu'on est sur le territoire, de prouver
qu'on a des compétences qui ont été reconnues, de prouver qu'on les exerce. Donc, ça apporte plusieurs preuves et ancrages, c'est qui permet d'avoir une crédibilité quand on va approcher les cibles C. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on canalise l'énergie de nos commerciaux en leur disant de chaque étape et chaque progression. Et ça, c'est fondamental. Une fois qu'on leur a fixé un ordre de marche et des priorités, il est important ensuite régulièrement de ne pas les laisser tout seuls et de revenir régulièrement sur leur progression d'objectifs atteints. Donc ça, c'est important, cette histoire de canaliser l'énergie pour soi comme pour une équipe commerciale. Sinon, on s'épuise. Véritablement, on s'épuise et ça permet de donner du sens et de donner du sens également là-dessus. Le troisième point, c'est enfin, quelles sont ces pratiques commerciales qui peuvent être éthiques? Parce qu'on y a donné du sens, c'est-à-dire qu'on a habillé l'action commerciale, hein, on a une origine, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vend ce produit ou ce service? D'où vient cette genèse? Comment on va canaliser l'énergie pour y parvenir, de manière à ce qu'on ait du sens dans ce qu'on va prospecter. Donc, au niveau des techniques, quelles sont les techniques commerciales qu'on va pouvoir mettre en place pour qu'on soit aligné et cohérent et à l'aise? Parce que c'est surtout ça commercialement, quand on n'est pas commercial de métier, comment on peut être à l'aise pour pouvoir développer commercialement ses produits et ses services? Le premier point, c'est la notion de conseil à l'achat. Ça, c'est précieux. C'est précieux parce que quand on prend étymologiquement ce que signifie force de vente, si on voit le sens de force de vente, c'est souvent comme ça qu'on nomme les équipes, je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant parce que moi-même, en tant que client, je n'aime pas qu'on me force. J'aime pas qu'on me force, je veux avoir le temps de réfléchir. Et en fait, c'est parce qu'on fait par empathie cette prise de conscience qu'on est face à un consommateur. La notion même de force de vente, je la trouve effrayante. Et c'est vraiment pas celle que j'applique. Alors, effectivement, si on cherche la rentabilité, ceux qui appliquent la force de vente, ils vendent rapidement. Hein. Ah bah oui. Ça, ils forcent. Hein. Ils ont des jeux, ils ont des pratiques que je ne connais pas et que je ne tiens pas à connaître, mais qui finalement, des documentaires qu'on aura pu voir et qui sont assez effrayants et qui sont abjects, c'est des gens qui viennent pour acheter une cafetière et qui repartent avec un canapé. Quoi. Vous voyez, le genre de choses qui, pour moi, est inconcevable. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose et qu'on lui vend autre chose, c'est de la manipulation. Non, moi, je vous parle de conseil à l'achat et je ne sais pratiquer que le conseil à l'achat et je ne sais former qu'au conseil à l'achat. Alors, c'est vrai que c'est plus long. C'est plus long parce qu'on laisse le temps à son interlocuteur, potentiel client, de réfléchir. On le laisse le temps, on l'accompagne. On le laisse même le temps de choisir un autre concurrent. Et oui, ça fait partie de ça. Par contre, ce qui se crée, c'est une relation de confiance. Parce qu'on a été dans l'accompagnement des choix, on a accompagné des décisions, on a été dans l'écoute et l'échange. Et des clients que j'aurais perdus il y a un an et demi, eh bien, ce sont des clients que je retrouve ensuite parce qu'ils ont découvert comment la consommation de ce bien et ce service qui me sollicitait s'est réalisée. Et finalement, je leur ai prouvé que je les comprenais mieux encore que les prestataires qu'ils avaient choisis, parce qu'ils avaient été séduits d'une manière ou d'une autre. Donc, le conseil à l'achat est précieux parce que je ne considère pas les clients comme des clients lambda, je considère mes clients comme des partenaires. Et on va le voir justement, ce partenariat. Je vends une solution. Je suis face à des gens qui ont des besoins. Vous avez des solutions aujourd'hui. Sinon, l'entreprise que vous vous apprêtez à créer ou l'entreprise que vous avez créée n'existerait pas. Vous êtes apporteur de solutions. Soit vous arrivez parce que vous avez identifié un problème et il n'y a pas ce service ou il est mal servi selon votre analyse, votre étude de marché. Et donc, vous êtes source de solutions. Soyons fiers de ça. Déjà, commercialement, ayons conscience que nous sommes porteurs de solutions. C'est ce qui nous permet déjà psychologiquement d'être dans une posture commerciale on est beaucoup plus à l'aise dans cette posture commerciale-là, de se dire qu'on est un porteur de solutions. Quand on est entrepreneur du conseil, c'est mon métier,
Alors c'est bizarre, j'avais fait une animation et qu'elle n'y est plus. Bon, voilà. Quand on est donc, voilà, c'est moi, là je suis sur la clé, je suis apporteur de solutions et vous voyez, j'ai analysé, je sais l'offre que j'apporte, j'ai identifié mon marché, je sais ce que j'apporte et j'ai mon radar. Vous voyez mon radar au-dessus en tant qu'entrepreneur du conseil et donc je diffuse l'information comme quoi j'apporte des solutions. Et à côté de ça, j'ai un prospect, un client potentiel qui a des problèmes, qui est confronté à des difficultés, mais qui ne trouve pas, vous voyez son radar, il ne trouve pas ma solution. Pourtant, je serai là pour pouvoir solutionner ces problématiques. Et en fait, quel est le rôle d'une action commerciale? C'est de pouvoir faire connecter ces deux radars. C'est-à-dire, l'action commerciale, c'est d'arriver à rencontrer ce prospect, cette personne qui a effectivement besoin de vous. Et c'est là où se crée la relation partenariale. C'est parce que vous apportez enfin une solution à un besoin auquel était confronté votre client. C'est ça qui doit vous enthousiasmer. C'est ça qui doit vous motiver dans votre action commerciale. C'est ça qui doit vous conforter dans le fait que l'action commerciale que vous menez est une juste action commerciale. La communication seule ne suffira pas. C'est votre action commerciale qui vous permettra d'arriver à connecter petit à petit ce besoin à cette solution. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aborde les choses. Je l'abordais la dernière fois en parlant de la démarche de permaculture, mais quand on fait une étude de marché pour identifier les besoins, vous voyez, il y a cette grille sur le bas de la page que je vous diffuse, qui est une grille exemple avec des émoticônes qui vous permet d'identifier qu'est-ce qu'on va relever sur le terrain dans l'étude de marché, quels sont les moyens de transport qu'on va utiliser dans les fournitures, comment la marchandise circule, comment les clients consomment, comment les partenaires, les fournisseurs diffusent, enfin voilà, quels sont les prix, les produits qui sont pratiqués. Ça, c'est les éléments d'une étude de marché. Alors bien souvent, on va le faire via des statistiques, on va relever, on va se rapprocher de sites internet, de syndicats professionnels, l'INSEE, voilà. Mais franchement, commercialement, pour s'ancrer sur le territoire et pour mesurer vraiment les besoins du territoire, allons sur le terrain, rencontrons. Et c'est là votre action commerciale. Elle n'est pas uniquement à rencontrer forcément le client qui a besoin de vous, mais elle est de rencontrer des acteurs sur le territoire. Alors, je pense aux mairies, je pense aux collectivités qui administrent le secteur dans lequel vous exercez, mais c'est également les professionnels du métier, parce que vous rencontrez, vous, des concurrents potentiels, des fournisseurs. Ça vous permet de mieux cerner la plus-value de votre offre, quelle est la valeur ajoutée de votre offre par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le territoire. Et ce qui vous permet de bien comprendre comment vous pouvez avoir une action commerciale qui a du sens. Quand vous êtes sur un territoire et que vous rencontrez des concurrents potentiels et que vous vous rendrez compte finalement dans l'échange votre plus-value, ça conforte d'autant plus le sens que vous incarnez en développant commercialement votre activité. On maille, c'est-à-dire qu'on crée de recommandation en recommandation. On se crée un écosystème dans lequel on s'ancre. Et donc, du coup, l'action commerciale consiste à créer des connexions entre tout cet écosystème et les acteurs qui en font partie pour avoir donc une relation de prescripteur et une relation petit à petit qui vous amène face à vos interlocuteurs et à ceux qui ont besoin de vous. Et donc ça, vous voyez, c'est un support que j'utilise beaucoup avec les commerciaux pour qu'ils arrivent à comprendre comment on connecte le besoin à l'offre. On ne peut pas proposer et argumenter une offre tant qu'on ne comprend pas le besoin des cibles que l'on a. Donc, vous pouvez avoir 2, 3, 4 prospects peut-être en vue. Apprenons à les connaître. Et c'est parce que vous allez sur le terrain, que vous vous plongez dans l'écosystème, que vous rencontrez les fournisseurs, que vous rencontrez des concurrents potentiels, et voir des prospects également, que vous arrivez à comprendre les besoins auxquels ils sont confrontés au quotidien et qui fait que du coup, ils sont confrontés à une problématique. Et là, vous arrivez à connecter et créer une équation
c'est la solution que vous apportez. Voilà, donc moi, ce support, je vous invite vraiment à l'utiliser énormément et à prendre conscience que la connaissance du besoin fait que vous êtes justement dans cette posture de conseil à l'achat. On ne peut pas conseiller tant qu'on n'écoute pas le besoin, tant qu'on ne le connaît pas, qu'on ne le comprend pas. Voilà, donc là, forcément, vous accompagnez à l'achat. Alors, ce petit bonus dont Ah, je on vous l'attendait. parlais, ouais. Donc, vous m'écoutiez tout le long pour avoir ce petit bonus. En tout cas, le petit bonus, c'est comment on se met à l'action commerciale. Moi, je suis donc dans une association depuis plusieurs années de consultants qui s'appelle donc la Chambre professionnelle du conseil Occitanie. On est presque 70 consultants et la problématique auxquelles ils sont confrontés, il y en a bien d'autres, professions auxquelles ils sont confrontés, c'est comment aller commercialement et comment je peux vendre mon métier, quoi. C'est très compliqué. Donc, je pense que vous qui nous écoutez aussi êtes confrontés à ce genre de choses-là parce que c'est pas inné. C'est plus facile de vendre des produits ou des services d'autres entreprises. Mais vendre soi-même, c'est pas évident. Donc, ces 3 points et ces 3 chapitres qu'on a déroulés, c'est pour vous incarner de ça et pour vous donner confiance sur le fait que l'action commerciale n'est pas une force, c'est un déroulement, un découlé et un déroulé logique finalement de l'entreprise que vous avez créée et que vous vous apprêtez à créer. Donc, ce petit bonus, c'est un petit mémo technique, c'est pour vous mettre en condition de vente. Il se fait en 5 temps. 4, 3, 2, 1, go, on y va. Alors, 4, c'est se dire quel est mon moteur. Et quel est mon moteur le contenu que je viens de dérouler à l'instant dans ce webinaire, il y est. Comment on alimente ce moteur, le sens de l'entreprise que je vends. Quelle est la posture? Ma posture, comment je peux être droit dans mes basques sur le fait que je vends un produit qui a du sens et je suis à ma bonne place parce qu'en face, je suis face à quelqu'un qui a un besoin, je suis apporteur de solutions. Donc, on est dans une posture. Technique, quelles sont les techniques de vente? Est-ce que je vais développer par téléphone? Est-ce que j'appelle? Est-ce que je suis plutôt timide et je vais plutôt passer par mail? Est-ce que je vais plutôt… Ça, des techniques, il n'y a pas la technique idéale, c'est celle qui vous correspond à vous. Donc, c'est surtout de trouver celle qui est adaptée la mieux à la vôtre. L'objectif, on l'a vu tout à l'heure, on canalise l'énergie en se fixant des objectifs. Ils peuvent être qualitatifs, quantitatifs, mais c'est fondamental, sinon vous allez vous épuiser et ça vous permet donc de gérer cette énergie. Et puis go, on y va, quoi. Arrêtons de dire alors est-ce que j'ai bien argumenté, je structure mon argumentaire. Alors là, combien de fois j'en vois là-dessus. Et si j'utilise tel mot, je m'entraîne. Non, on y va. Et donc, pour le détail, voilà, donc c'est le moteur, c'est votre enthousiasme. Ce que je fais, c'est chouette. Ce que je fais est bien. Je suis à ma juste place. Je reste poli. Je suis respectueux. Je suis dans le conseil. Et dans la posture, je suis à ma place. Je suis apporteur de solutions. Dans les techniques, quels sont les supports, etc. Les objectifs de chiffres. Et vous voyez ensuite le go, l'action. Donc ça, je vous encourage à vous l'imprimer quand vous le recevrez et vous le mettre et vous le préparer, puisque finalement, c'est la finalité et le déroulé de l'ensemble du webinaire en fait qu'on vient de dérouler. Alors écoutez, moi là, à ce stade, j'ai vraiment besoin d'échanger avec vous pour voir comment vous avez perçu les choses, puisqu'effectivement, ça vous était adressé. Je vous remercie beaucoup en tout cas de la participation active future que je vais bientôt voir. J'arrête le partage peut-être de manière à ce qu'on puisse être… voilà. Est-ce qu'il y a eu des réactions par chat, sinon tu m'aurais signalé? Mais c'est le moment, justement. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'éventuellement, toi, Hélène, il y a des choses que j'ai dit peut-être un peu vite, et que tu aurais besoin de développer, que je profite le temps que certains s'expriment? Moi, j'ai trouvé tout est très, très clair. Moi, j'avais plutôt une question, mais c'était plus, voilà, parce que la question que je me suis posée. Je trouvais ça très intéressant, mais je m'interrogeais donc là, c'est pour des personnes qui, voilà, se lancent. Si je suis quelqu'un qui a été formé à d'anciennes méthodes commerciales, qui ont été formées à la force de vente, qui ont été formées à toutes ces choses-là, pour qui être un bon commercial, en fait, c'est être un commercial qui met le pied dans la porte. Comment, quand je suis chef d'entreprise et que j'ai des personnes comme ça chez moi, je peux essayer de rétablir le curseur pour avoir des gens qui soient effectivement dans le conseil à l'achat
et plus dans le one shot, voilà, le pied dans la porte, etc. Comment je fais quand il y a déjà ces choses-là, ces notions qui sont installées? Ce sont les pratiques bien souvent qui m'arrivent, hein, j'interviens souvent, suite à la demande d'un dirigeant qui commence à m'interpeller de la manière suivante: «Mon commercial est nul». C'est souvent comme ça, hein. Alors déjà j'aime être du tac au tac, hein, en lui disant: «Bah, si déjà le commercial c'est toi qui l'as recruté, hein, voilà, et c'est toi qui le manage». OK. Et donc bien souvent quand on m'interpelle sur le commercial est nul et finalement le dirigeant se dit: «Fanny elle va intervenir pour, canaliser ce commercial», la première chose que je fais, c'est ce que vous venez de voir là, c'est, je canalise le manager d'abord. Parce que déjà, il l'a recruté. Donc, pour répondre déjà à ta question, Hélène, s'il a recruté déjà un commercial qui est dans sa posture, dans une attitude de force de vente, il l'a quand même recruté. Alors, bien souvent, je me rends compte qu'un manager qui n'a jamais vécu l'activité commerciale a du mal à manager commercialement parce qu'il ne prend pas déjà la mesure de ce qu'implique le métier, qui est extrêmement difficile, hein. Imaginez, il est beaucoup plus facile pour quelqu'un comme moi qui connaît mon métier, pour quelqu'un comme vous qui dirigez votre entreprise, de vendre votre propre métier puisque vous en connaissez tous les périmètres. Un commercial doit apprendre tout ça, il doit s'imprégner de tout ça, il doit connaître jusqu'où il peut discuter, négocier et vendre. Donc c'est un métier extrêmement difficile pour cette partie-là, mais extrêmement difficile parce qu'il est confronté à des noms, il est confronté à la mauvaise humeur humaine, qui derrière cet écran n'a pas raccroché presque au nez de quelqu'un qui prospectait, qui n'a pas presque fermé la porte au nez de quelqu'un qui dit je vois. Bon, humainement, il y a des choses qui nous insupportent. Et ben, le commercial lui prend ça. Et ben après une porte fermée, après un téléphone raccroché, il doit persévérer, il doit continuer. Donc ça demande une force de caractère, une humilité extrêmement particulière. Et moi, quand je fais du training commercial, des fois, je me dis, oh, mais qu'un boulot difficile, qu'un boulot dur, et ils ont un caractère extraordinaire. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour que le manager commercial prenne la mesure de ça, bien souvent, quand je peux, je lui demande d'être présent avec nous commercialement quand il me demande de faire du training commercial. Pour qu'il prenne la mesure de tout ça, pour que à la fois il soit en capacité d'écoute de son commercial, qu'il soit en capacité de lui fixer des objectifs qui soient cohérents, réalistes, qu'il soit en capacité de ne pas le bousculer alors qu'il a fourni beaucoup d'efforts, et qu'il soit plutôt dans le conseil à trouver des solutions pour ne pas isoler davantage et accabler davantage ce commercial. Parce que sinon, on lui coupe l'énergie, on lui coupe la motivation et ce commercial, il se dépérit et il est plus efficace, enfin, effectivement. Donc, pour répondre, donc ça c'est une façon pour répondre aussi, c'est-à-dire du coup, donc il va pouvoir recruter. Pour recruter déjà, il y a une grille de questions. Moi je dis bien souvent, qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire il y a dans l'échange, certes il y a des échanges techniques, on va vérifier techniquement si commercialement il a des références. Si on n'a jamais nous-mêmes prospecté, comment on va recruter quelqu'un et vérifier qu'il sait prospecter, par exemple. Ça c'est un peu compliqué, hein. Je peux aider, hein, moi, au recrutement notamment, sur certains critères. Mais après, il y a la personne. Je veux dire quelqu'un qui est prêt à vendre tout et n'importe quoi, qui est prêt à mettre le pied à la porte, mais ça se ressent dans un entretien humainement, on le voit bien. Présentons-lui des cas, des situations où on se retrouve avec un client qui a besoin de réfléchir, qui est face à une problématique, et voyons comment le commercial va réagir. Et si le commercial dit ah, moi je force, je lui raconte des histoires, etc. et je force, est-ce que c'est ce que vous voulez recruter? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va dire je vais essayer de l'expliquer. Donc là déjà, il y a le recrutement au départ, Hélène, hein, pour répondre à ta question sur comment on fait. Déjà, on va éviter de recruter celui qui est force de vente. Mais Maintenant qu'on l'a. est-ce à dire que celui qui est force de vente, il est entre guillemets irrécupérable? Non, justement.
Voilà, donc il y a ça. Donc déjà, il y a l'éviter. Mais maintenant, on l'a recruté parce que on savait pas, parce que on s'est fait, voilà, on a été séduit, hein, parce qu'ils sont très Mmh. séducteurs, hein, les commerciaux, hein, ils sont très forts et on se dit, ah ouais, ouais, ça va être un bon commercial. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui est force de vente. Et donc là, j'en ai deux comme ça et je les accompagne sur le terrain. Et en fait, bien souvent, ce que je fais, c'est que dans le training commercial, j'observe les 2-3 premiers contacts que je vois, comment c'est analysé. Je débriefe, je montre et je refais faire. Et en fait, bien souvent, qu'est-ce que je montre? Je montre que quand ils sont dans l'acte de vente, dans le premier temps où j'observe, ils sont dans la posture de je vends, je vends, je vends, je vends. Et en fait, moi, je leur montre, je rentre en contact avec la personne que j'ai en face. Je m'intéresse à la personne qui est en face. Je connais son prénom, je connais son nom, je connais la fonction qu'elle occupe, je sais finalement comment fonctionne son entreprise. Je m'intéresse à savoir comment fonctionne son entreprise, qui sont les clients avec lesquels elle travaille. Et en fait, quand on débriefe, ah oui, en fait, mais en fait, tu instaures une discussion. Oui, j'instaure une discussion, j'instaure un échange, je suis à la rencontre. La vente, elle va venir ensuite, mais la première des choses, si je veux savoir comment fonctionne la personne, je m'intéresse à elle. Et nous tous qui sommes clients, quand on se retrouve avec une personne qui s'intéresse à nous, ça dit, tiens, elle me comprend, elle sait comment je fonctionne, elle est à l'écoute, et là, une relation de confiance s'instaure. Et donc, si tu veux, je ne dis pas que c'est irrécupérable, parce que bon, il y a des situations, il y a des gens qui effectivement ont été formatés. Mais je peux t'assurer qu'en training commercial, on est dans des échanges comme ça de je fais, je montre, on débrief, et finalement, quand on est dans une relation d'échange d'humain à humain, on a une somme d'informations à côté de laquelle il n'aurait pas pu passer, savoir comment la personne fonctionne, de se rendre compte que finalement, dans sa façon de travailler, on va pouvoir créer une relation de partenariat. Tout ça, je vais être plus concrète, Hélène. J'ai fait un training commercial, le dernier qui me vient là. Pareil, un jeune homme qui sortait donc d'une école force de vente, hein, voilà, une école commerciale, etc. J'observe 2-3 fois, je crois qu'il y a eu juste 2 contacts où j'ai vu ce qui se passait. Voilà, il butait, ça butait, il repartait. Et il allait buter jusqu'à ce qu'à force ça passe. Et quand moi j'ai repris la main pour lui montrer moi comment j'entrais en contact et je créais la relation, la vente consistait en fait à faire du B2B, c'est-à-dire que c'était un service à l'attention des artisans du bâtiment et la prospection visait à rencontrer des prescripteurs qui étaient en contact, qui étaient fournisseurs de ces artisans. Et en fait, je suis entrée en contact et qu'il a vu à l'exemple que je commençais à échanger, on s'est rendu compte qu'on avait des possibilités énormes, que ses propres prescripteurs potentiels pouvait nous offrir, c'était, voilà, le lundi matin, il fait un café et les artisans, quand ils passent, ils prennent le temps de boire le café pour démarrer leur semaine. À ce moment-là, venez et ce sera l'occasion de parler de vous et on va être dans un échange. Et alors, il s'est rendu compte que quand on crée un échange humain, quand on s'intéresse sincèrement Oui, c'est à ça. la personne avec qui on travaille, et des possibilités partenariales s'ouvrent qui sont énormes et une relation de confiance se crée. Et du coup, on s'est créé, vous savez, le réseau que je vous ai montré, l'écosystème, et Maillage. on se crée comme ça un maillage. Et en fait, on commence à s'ancrer dans le territoire. Et en fait, c'est par l'exemple finalement que le commercial formé à la force de vente se rend compte, par exemple, que la posture du conseil à l'achat est beaucoup plus longue. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus lent. Les résultats sont plus lents à se mettre en place, mais les connexions qui se créent sont vraies et elles sont beaucoup plus fortes. Et l'acte à l'achat, du coup, quand il se fait dans le temps. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça te répond. Si, C'était une longue réponse, du coup, mais c'était une bonne réponse. mais voilà, mais c'est pas irrécupérable, non. Tu verras dans le chat donc que tu as beaucoup de remerciements, voilà, Oui, pas de questions, mais beaucoup de remerciements, beaucoup de commentaires aussi. oui. Moi, j'avais une dernière question du coup, mais je ne voudrais pas voler la place. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toi qui nous disais tout à l'heure que tu as l'habitude maintenant d'aller dans les universités, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un réel changement dans la façon
dont étaient enseignées justement ces méthodes commerciales dans nos universités, dans nos grandes écoles, etc. Ou as-tu l'impression que perdure encore dans nos BTS MUC, dans nos écoles de commerce, dans tous ces enseignements-là, un enseignement à la vraie force de vente et non pas au conseil à l'achat? Donc, Rien je qu'à vais voir répondre. Fanny, je comprends un peu Alors, la réponse. alors je vais répondre je n'ai pas un laboratoire de recherche, c'est-à-dire que ma réponse, elle va être faite depuis mon prisme de vue, Tout depuis à mon fait. petit regard, depuis mes petites expériences que j'ai et depuis, voilà, hein, donc on ne va pas projeter. Donc moi, je suis dans le réseau d'écoles de commerce depuis 2011, sur des référentiels donc nationaux. J'ai exercé dans une grande école de commerce de Montpellier également. Je suis un peu comme un électron libre là-dedans, hein. Je vais à contre-courant. Moi, j'ai une approche très RSE et ça surprend, hein, voilà. Voilà, c'est ce que je peux te répondre, c'est que ça surprend. Ils le comprennent, ils l'entendent, mais finalement, ceux qui sont interpellés sont ceux qui sont dans une démarche de sens et de valeur. C'est-à-dire sont ceux qui viennent vers moi lorsque j'enseigne l'économie sociale et solidaire. Hein, j'enseigne des projets d'économie sociale et solidaire et des projets responsables. Et donc, sont ceux-là qui vont être beaucoup plus interpellés par rapport à ce qu'on leur enseigne sur de la force de vente. Et, écoutez, en fait, ce qui m'interpelle, et là c'est moi, hein, je n'engage que moi quand je dis ça, c'est que il me semble qu'on n'enseigne pas la psychologie humaine. Enfin, voilà, je vous fais part parce que en fait, moi, ce que je vous dis tout simplement, ça me paraît du bon sens, hein, c'est d'écouter l'autre en face. Et si on écoute l'autre en face, qui est face avec des besoins à résoudre, forcément, une connexion se crée. Et je ne sais pas, pour moi, c'est du bon sens de la relation humaine. Voilà. Alors, après, tu sais, Hélène, la force de vente, il y a des pratiques dans certains marchés où la force de vente, c'est ce qu'il faut. Moi, je suis dans un prisme qui est plutôt RSE, ESS, etc. Donc, pour moi, c'est complètement incompatible. Mais enfin, je veux dire, quand on est agacé par des appels téléphoniques où on se dit, mais comment ça marche encore, ça? Comment on se retrouve avec des gens au bout du fil qui ont une voix robotisée et qui est insupportable? Qui achète à des gens qui parlent comme ça? C'est de la force de vente, ça. Si ça marche encore, donc il en faut peut-être encore des gens dans la force de vente. Voilà, après, je serais curieuse de savoir si c'est une tendance qui va changer, si c'est une tendance, enfin, voilà. Mais oui, moi, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. J'ai un discours qui est pas fréquent. D'accord. Alors, Sophie nous dit que l'obligation de conseil était assez régulièrement mal perçue dans les BTS NRC. C'est sa propre expérience, pareil, hein, comme toi, c'est son prisme. Mais en tout cas, voilà son sentiment. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a une pression de dirigeants qui veulent vite des résultats. C'est ça le risque en fait de la force de vente et la tendance à la force de vente, c'est qu'on a on a des dirigeants qui veulent absolument de la rentabilité. Donc, je paie un commercial, je veux vite du résultat. Et le commercial, il va porter du résultat pour du résultat, quoi. Donc, il va pousser. Et le conseil à l'achat, c'est beaucoup plus long. C'est plus long parce qu'on laisse le temps à la réflexion. Par contre, quand on a un réseau de clients, c'est un réseau de clients fidèles. Et c'est ça, en fait, que le dirigeant aura du mal à percevoir. En tout cas, ceux qui en sont convaincus le sont, quoi, hein. Voilà. Et c'est ce qui pousse finalement à la force de vente pour avoir ces résultats immédiats. Mais en plus, je vais vous dire, en plus, c'est la première chose que je fais quand j'ai des commerciaux en formation, c'est que je leur fais travailler sur le calcul du prix. Parce qu'ils vendent un prix. Mais moi, je leur dis, mais votre objectif, c'est pas vendre un prix. Votre objectif, c'est pas vendre un chiffre. Votre objectif, c'est vendre de la marge. Parce qu'un chiffre d'affaires, on s'en fout. Si dans le chiffre d'affaires que vous avez vendu, vous avez fait des remises, vous avez fait des cadeaux, et finalement, ce que vous vendez coûte finalement plus cher que le coût, votre boulot ne sert à rien. Il nous coûte.
Donc finalement, le risque avec un management où on veut vite du résultat, c'est qu'on se retrouve avec un commercial stressé qui veut vite signer et va dire n'importe quoi, va sortir n'importe quel argument pour faire signer, mais au final, il va vendre à perte. Vous voyez un peu le risque à perte et puis peut-être aussi dans la relation client, ne pas les fidéliser. Donc, je trouve même pas ça très cohérent. Voilà. Mais bon, c'est le vite fait, voilà, Et ça veut dire qu'il n'y a pas que les commerciaux qu'il va falloir éduquer, mais aussi les chefs d'entreprise et ceux qui recrutent les commerciaux pour que justement ils leur laissent faire leur travail correctement, dans le temps qui doit être imparti, etc. Exactement. L'approche commerciale, c'est vraiment systémique, hein. C'est même la standardiste qui va se recevoir les appels de nouveaux clients qui sont en prospection. Si elle ne sait pas les recevoir et les accueillir, c'est l'image de l'entreprise aussi. C'est le livreur, le transporteur qui arrive également et qui est en contact avec le client. En fait, toute l'équipe, depuis le dirigeant jusqu'au commercial et tout ce qui gravite et qui sont potentiellement en relation client ont un rôle commercial. Et c'est ça qui est majeur. Et on essaie de faire porter sur les seules épaules du commercial le poids du développement commercial, sauf qu'il concerne tout le monde. Si on a un commercial qui est super dans le conseil à l'achat, qui vraiment capte, etc., qui est dans une relation humaine avec des clients, mais s'il est reçu comme du poisson pourri au niveau du standard, ça grille tout son job, quoi. Donc, il y a une relation globale. Donc oui, c'était un peu le sens de mon webinaire au final, hein. C'est-à-dire que le commercial, c'est pas que l'agent commercial, c'est une vue globale. C'est déjà quel est le sens de l'entreprise, hein. La force de vente, elle est adaptée pour une entreprise dont la seule vocation, c'est de faire du blé. Je veux faire du blé, ben derrière, il nous faut la force de vente. Enfin, je veux dire, il y a une logique, hein, il y a une cohérence. Si son entreprise, c'est d'apporter un plus, d'apporter de la valeur ajoutée dans un marché, ben, la force de vente n'est pas cohérente. Merci beaucoup, Fanny. Je ne vois pas d'autres questions. Oui. En tout cas, moi, je suis joignable, hein. Je vous mets mon mail que vous aurez de toute façon, voilà, avec ACAP10, hein, voilà. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me poser des questions, pour avoir un échange ou faire une vision en direct. En tout cas, moi, bien volontiers pour tout ça. Moi, j'ai plaisir, en tout cas, à partager ma pensée et quand je dis partager, avoir un retour aussi, parce que sinon ça n'a pas de sens si on raisonne tout seul. Voilà. Je vous envoie quant à moi le lien du blog sur lequel vous pourrez retrouver ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas, effectivement. De toute façon, on vous enverra, Fanny ou moi, la présentation. Comme ça, vous aurez effectivement, bon, vous avez le mail là, mais toutes les coordonnées. Et je peux vous dire qu'effectivement, Fanny, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange. Donc, même pour les plus timides, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller. Ce sera avec plaisir qu'elle répondra à toutes vos interrogations. Ben, merci à tous. Fanny, merci. à bientôt. De toute façon, merci Hélène. Et oui, la prochaine fois, oui, c'est le 8 décembre, hein, sur le partenariat équitable pour faire une alliance, toujours dans le même état d'esprit. Voilà, si vous souhaitez poursuivre, n'hésitez pas à vous inscrire le 8 décembre à la même heure. Ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera, vous aussi. Et une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.